chose, c'est quoi? D'abord, c'est la pression des pays occidentaux, les États-Unis, la France, l'Union européenne, dont le Niger était devenu le dernier refuge dans le Sahel. Donc il fallait, coûte que coûte, instrumentaliser la CEDEAO et l'amener à des positions extrémistes. La deuxième chose, c'est que les chefs d'État de la CEDEAO se sont rendus compte que une véritable épidémie de coups d'État était en train de s'installer en Afrique, comme dans les années 70, comme dans les années 90, et que si on laissait passer ce coup d'État au Niger, peut-être que cette jurisprudence allait frapper tous les chefs d'État de la sous-région. D'autant que ce n'est pas les périls qui manquent. Au Sénégal, il y a les problèmes de Ousmane Sonko. Au Nigeria, vous avez l'affaire du Biafra et les terroristes et tout ce qui s'ensuit. En Côte d'Ivoire, il y a la succession difficile de Alassane Ouattara. Bref, dans tous ces pays-là, il y a les germes d'une tension, les germes d'un bouleversement. Et donc la CEDEAO tient à ce que l'épidémie s'arrête en parlant d'une opération militaire. C'est extrémiste, mais c'était nécessaire peut-être à leurs yeux pour mettre fin à toute tentative de coup d'État dans d'autres pays. Mais est-ce que la CEDEAO a les moyens de mener cette opération militaire, bien que les chefs d'état-major disent avoir approuvé un plan et attendre seulement l'ordre politique? Moi, je ne crois pas la CEDEAO capable d'une telle opération militaire. Si elle devait avoir lieu, vous devez savoir que tout simplement, sous le couvert d'un ordre de la CEDEAO, ce sont des forces spéciales occidentales qui vont mener l'opération. Et c'est ça qui me fait peur d'ailleurs. D'accord. Alors, M. Diakité, hier nous avons vu, on veut la paix pour le Niger, mais en même temps, l'option militaire est là, comme je l'avais souligné, et en même temps, le général Tchani demande une transition de 3 ans. Y a-t-il une alternative justement à cette guerre? Si oui, laquelle et comment? Et ça, une question plate. En vérité, personne ne souhaite un coup d'État dans son pays. Mais tant qu'il y aura mauvaise gouvernance, il y aura coup d'État. Même aux États-Unis, si le président se met à faire du n'importe quoi, l'armée va le renverser. Alors, donc le coup d'État n'est que la conséquence de la mauvaise gouvernance. Il se trouve que dans nos pays, la population a droit à la sécurité et demande la sécurité, mais l'État n'arrive pas à lui donner cette sécurité. Et la population pense que si l'État n'arrive pas à garantir cette sécurité, c'est parce qu'elle se laisse désarmer par des puissances étrangères. D'où le fait que le modèle malien fait des émules au Burkina et ailleurs. Donc il y avait une concurrence au modèle malien, c'est-à-dire le modèle nigérien, qui consistait à s'accrocher aux basques des puissances étrangères et donc contre l'avis du peuple. Ce modèle n'a pas pu évoluer jusqu'à sa fin parce que Bazoum a été renversé au milieu de la route. Alors, donc moi ce que je vois, c'est que la CEDEAO joue son bateau. Les pays membres de la CEDEAO sont majoritairement aujourd'hui hostiles à une intervention armée. Mais la CEDEAO ne peut pas abandonner de but en blanc l'idée de cette intervention au risque de se décrédibiliser totalement. Donc elle continue d'agiter le bâton tout en essayant des options diplomatiques. Or, dans cette affaire-là, je ne vois pas d'option diplomatique qui marche. Justement. Parce que quand vous commettez un coup d'État, vous avez renversé Bazoum, quelle diplomatie va vous conduire à lâcher encore le pouvoir? C'est pour aller en prison. Et si Bazoum revient au pouvoir, mais ce n'est pas pour laisser Tchani et autres là libres de leur mouvement. Et donc c'est à qui tout. Et je veux dire, c'est-à-dire que vous faites un coup d'État, vous jouez votre bateau. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vois pas
un putschiste lâcher le pouvoir pour aller en prison. C'est ce qui arrivera à Tchani s'il le fait. Personne ne peut garantir sa sécurité s'il quitte le pouvoir aujourd'hui. Quels que soient les accords et les papiers qu'on va signer. Bon. Donc, moi j'estime que la diplomatie va échouer dans cette affaire-là. Il n'y aura pas d'intervention militaire, mais désormais, les gens vont quand même réfléchir à 2 fois avant de commettre un coup d'État. D'accord. Voilà. Alors, et la CEDEAO va devoir réviser ces vieux codes-là pour que la bonne gouvernance et les aspirations du peuple puissent être respectées par les chefs d'État en exercice. C'est cela seulement qui peut lui permettre d'avoir la légitimité de sanctionner ceux qui font des coups d'État. Parce que si vous laissez les présidents au motif qu'ils sont élus, et d'ailleurs c'est des élections bidons, si vous les laissez faire ce qu'ils veulent, mais vous perdez toute légitimité à sanctionner ceux qui les renversent. Donc la CEDEAO est dans ce dilemme-là. Et tant qu'elle n'aura pas résolu cette équation, elle ne sera plus la CEDEAO des peuples. Elle va être un instrument de domination coloniale ou de domination des peuples par des chefs pervers. D'accord. Voilà. Monsieur Diakité. Monsieur Robert, moi je pense d'abord que... Au Niger et au Mali. Alors au Mali, nous avons 3 ans de transition. Alors nous voulons savoir avec nos invités quel bilan retenir de cette transition-là, Ahmed Konaré. Dis ça, la question est très difficile à répondre. Mais moi, je vous donne mon avis personnel. Je trouve que depuis la chute de Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, il y a eu une amélioration de la situation militaire du pays de manière globale. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'attaque, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de villages qui sont détruits, etc. Mais aujourd'hui, nous avons au moins une armée beaucoup mieux équipée, y compris en aéronef. Parce que personne ne peut combattre dans les immensités désertiques du nord, du centre, sans aviation. Et nous n'en avions point. Alors ça, c'est à mettre à l'actif de la transition. Un deuxième acquis de la transition, c'est que nous avons appris à nous débrouiller par nos propres moyens. Aujourd'hui, nous ne bénéficions pratiquement d'aucune subvention extérieure occidentale, à part peut-être un programme avec le FMI ou la Banque mondiale, mais toutes les autres aides sont pratiquement coupées. Mais cela ne nous empêche pas de payer les salaires, cela ne nous empêche pas d'acquérir des armements, cela ne nous empêche pas de rafistoler nos routes du mieux qu'on peut. Ça veut dire qu'on a appris à se débrouiller. Et tant que quelqu'un n'apprend pas à se débrouiller par ses propres moyens, il ne va jamais s'en sortir. Tous les pays traversent des étapes comme celles que nous traversons. Les États-Unis n'ont pas été la première puissance mondiale d'un seul coup. Ils ont livré une guerre à l'Angleterre pour acquérir leur indépendance. Ça a été suivi par une guerre de sécession au profit entre États esclavagistes et États opposés à l'esclavage. La France, l'Europe, de manière générale, la France avait été envahie par l'Allemagne. Et sans le plan Marshall, l'Europe ne serait plus rien aujourd'hui. Donc tous les pays ont connu des malheurs. Nous sommes en train de nous débrouiller pour sortir de ces malheurs-là. Et nous avons aujourd'hui acquis une expertise sac au dos. Et ça, c'est très important. Nous ne vivons plus avec cette mentalité d'assister éternel et de mendiant. La troisième chose, c'est que de plus en plus, nous sentons du sérieux dans l'école malienne. Ça, c'est extrêmement important. Les examens ne sont plus des petits pains qu'on achète. Mais cela dit, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés. Le panier de la ménagère est extrêmement percé, de trous de tous côtés. Les gens ont faim.
Et par ailleurs, l'énergie, le Mali n'arrive pas à gérer l'énergie. Le Mali n'arrive pas à gérer les ordures ménagères. Le Mali n'arrive pas à gérer beaucoup de choses et il va falloir trouver des solutions. Moi, je trouve qu'avec la nouvelle mentalité souverainiste, conquérante, nous aurions honte de certaines choses et nous allons davantage travailler pour nous en sortir. Bref, ce que je retiens du bilan de la transition, c'est une nouvelle trajectoire que le Mali a empruntée. Et je pense que nous irons au bout de cette trajectoire. Ce que nous n'avons pas pu réussir, c'est, à mon avis, l'union sacrée dont je rêvais au début de la transition. J'aurais souhaité que toutes les forces politiques soient ensemble pour que des textes consensuels, totalement consensuels, soient pris, que des élections régulières se tiennent. Mais dans ce climat de haut là, je me demande, est-ce que les élections seront régulières? Est-ce que nous n'allons pas retourner à des crises post-électorales comme on les a connues sous les différents régimes depuis 1992? C'est la question que je me pose. Et si ça devait arriver, si nous devions continuer avec des élections bidons comme par le passé, je trouve que la transition aura déçu. Voilà. D'accord. Monsieur Diakité, le bilan. Quand même, c'est un honneur quand même d'être sur le plateau pour parler des 3 ans, parce que d'une histoire en cours, en marche, je le dirais. Et je dirais que...